Faut pas être pressé, ça c'est une des règles aussi en immobilier. Des fois il est urgent d'attendre. Les règles finalement s'appliquent partout. Vous déplacez juste des choses que vous avez appris souvent dans d'autres secteurs. Venir à Miami, ça a changé ma vie sans pour autant le savoir au départ. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné défoncer les portes et puis se dire voilà j'ai envie de faire ça. Il y avait un monde entre ce que je voyais en termes d'envie de réussir. Ici ils sont prêts à prendre des risques et sur du long terme. Mais vous pouvez avoir une bonne idée avec des gens qui n'ont pas le mindset, ça fera rien. Le rêve américain je pense qu'il est toujours présent pour tout le monde dans toutes les industries. Si tu as un savoir-faire et que tu as démontré que tu as un certain track record qui rassure finalement les gens qui sont autour de toi, c'est rare qu'en immobilier ils perdent. Bonjour tout le monde, c'est Romain Danielou. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami, un mentor également, Pierre Thomas, entrepreneur aux États-Unis depuis maintenant combien d'années, Pierre ? Il y a une quinzaine d'années déjà. Une quinzaine d'années. Bienvenue sur la podcast, je suis vraiment content de t'avoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. On se voit pas souvent, mais on se voit souvent dans des événements investissement. Effectivement, on a un peu le même métier quelque part. Ouais, on est vraiment sur des choses similaires. Moi, un peu plus sur le foncier, complémentaire. Et toi, sur le multifamily, le luxe. Tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé là-dedans, d'où tu viens. Tu veux qu'on démarre par Depuis le départ. J'aime bien savoir d'où viennent les gens, comment ils sont arrivés. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je suis lorrain d'origine. Lorrain. Ouais. Je me suis intéressé aux médias, en fait, très jeune. Quand je dis très jeune, c'est que au lieu de faire des études de médecine, j'ai préféré à un moment donné claquer la porte et puis aller faire de la radio. Ouais. Donc j'étais pas encore majeur et j'ai commencé à faire de la radio et puis naturellement, on va dire, essayer de faire de la télévision. Et la seule possibilité de faire de la télévision à l'époque, quand on est en Lorraine, c'est à quelques pas, à Luxembourg, dans le groupe RTL. Ouais. Donc, qui m'a ouvert un petit peu ses portes, on va dire, avec un de mes mentors à moi, qui s'appelait Georges Lang, et qui d'ailleurs a fêté ses 50 ans de radio il y a pas très longtemps, et qui m'a à un moment donné ouvert les portes de la télévision à Luxembourg. Donc ça a commencé comme ça. Puis c'était en quelle année ? Ça c'était au début des radios FM, on va dire. Hein. C'était 1982, j'avais 16 ans. 82. Pour te donner un ordre d'idée, à l'époque, mes parents me faisaient même des mots pour que je puisse passer la frontière. T'es né en 68, c'est ça ? Je suis né en 66. 66, pardon, 66. 66. Et contrairement à ton papa qui est né en 68. 68, ouais. Donc d'où l'amalgame. Mais voilà, donc ça a démarré comme ça en fait dans les médias parce que je voulais faire ça en fait à l'âge de 13 ans. J'avais envie de faire de la radio. Et par le plus grand des hasards, le président à l'époque Mitterrand a autorisé en fait les radios FM. Donc je suis arrivé très très jeune à l'antenne pour faire ce métier pendant une douzaine d'années. D'accord. Et en fait, l'immobilier est arrivé par hasard pour sécuriser un peu le périmètre, parce que quand tu fais de la radio, de la télévision et puis d'autres activités, on va dire même nocturnes... C'est très court comme carrière. Non, tu te dis qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Et comme je suis plutôt quelqu'un d'assez... pragmatique et j'aime la sécurité. Ouais. Donc à un moment donné, tu places l'immobilier là-dedans. Alors au départ, c'est plutôt des investissements locatifs, mais en se disant, s'il se passe quoi que ce soit dans le métier que tu fais, ça va quand même t'apporter une sécurité. Et c'est vrai qu'investir dans la pierre, c'est toujours un peu le mot des générations. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Il faut que tu investisses dans de la pierre. Alors, c'est un peu le côté bon père de famille. Bon père de famille. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai fait naturellement parce que j'estimais qu'il pouvait y avoir un risque professionnel à n'importe quel moment. Ouais. Il y a 2 mauvais sondages et puis on peut te mettre dehors très très vite dans les médias. Donc ça s'est pas passé comme ça. Heureusement, j'ai fait une douzaine d'années, mais en tout cas, j'avais ce réflexe dès le départ quasiment, puisque j'ai acheté mes premiers biens quand j'avais 23-24 ans. Avec des fonds propres ou comment tu t'es démerdé pour... Au tout départ avec des fonds propres, puisque moi je travaillais depuis que j'avais l'âge de 16 ans et demi finalement. Donc, c'était très jeune. Ouais. Donc c'était très jeune. Donc finalement j'avais même plusieurs boulots, puisque je faisais de la radio, de la télé le week-end, j'étais même en club. Je faisais de l'animation aussi traditionnelle, on va dire. Donc ça m'a amené différents revenus qui m'ont permis d'amener des fonds propres sur des premières opérations assez jeunes. Et du coup, c'était où tes premières opérations ? Alors essentiellement en Lorraine et en France aussi. D'accord. Puisque après, je la fais courte, mais on a commencé à faire des opérations un petit peu plus importantes, de rénovation, des opérations de marchand de biens. Petit à petit. À Paris, quand je parle de rénovation, par exemple, on a acheté aussi un hôtel sur les bords du lac d'Annecy à un moment donné, où j'ai rencontré un de mes partenaires aujourd'hui, qui est un partenaire de montagne avec qui je fais encore des opérations maintenant à Courchevel, par exemple. D'accord. Mais tous ces gens finalement que j'ai rencontrés par mes différentes opérations que je menais en immobilier, ça a créé mon réseau pour la suite. En fait, ce dont je n'avais pas idée à l'époque, mais finalement ça a commencé à faire un début de réseau immobilier.
Bien sûr, bien sûr. Et donc nous on s'est connus, je crois, il y a maintenant 4 ans, c'était en 2021 ou 2020. Moi, je t'ai connu donc, quand tu faisais des maisons de luxe à Miami. Oui. Je voyais ce que tu faisais un petit peu sur les réseaux. Est-ce que tu peux expliquer alors comment tu as eu ce passage de la France aux États-Unis? Pourquoi? Comment? Alors, il y a eu toute une carrière avant dans différents domaines. J'ai été entrepreneur avant tout, même à l'époque dans les médias, je facturais mes prestations. Pour te dire, j'ai déjà ce côté indépendant. Je faisais donc de l'immobilier. Et puis petit à petit, avec finalement ma capacité d'investir, j'avais décidé d'investir aux États-Unis à titre personnel après les subprimes. Donc moi, je suis arrivé juste après la vague de 2008 en me disant ce serait peut-être bien d'acheter une maison. Mais au départ, c'était résidence secondaire. Résidence secondaire et plutôt pour aller en vacances et moins travailler en fait. Bon, ça n'a pas trop marché. C'est pas mon ADN. Mais si tu veux, à la base, c'était ça. C'était on y va avec femme et enfants et puis on commence à finalement profiter de la vie floridienne qui est quand même vraiment sympa, surtout quand c'est la grisaille côté Europe. Donc on était là souvent pendant les périodes de vacances, on va dire entre la Toussaint et avril, un petit peu en été aussi, et on profitait de la maison. Et puis j'ai ressenti quelque part ce dynamisme et cet effet Miami qui s'est confirmé dans les années suivantes. Je l'ai ressenti assez tôt et je me suis dit il faut que je trouve absolument quelqu'un qui peut être opérationnel ici et qui peut être mon associé pour ce type d'opération. D'accord. Donc j'ai mis 2 ans à le trouver. C'est toujours pareil, c'est une histoire de personnes, d'amitié, et puis d'opportunités. Et j'ai trouvé donc cette personne en 2012. On a commencé nos opérations fin 2013. Au départ, on a fait plutôt des opérations d'achat, rénovation, revente. D'accord. On va dire qu'à l'époque-là, même en faisant rien quelque part, tes propriétés prenaient de la valeur. Puisqu'on sortait d'un petit chaos quand même avec une très grosse correction après les subprimes ici. Donc il y avait quand même un gap de reprise de marge qui était quand même assez important. Donc j'ai commencé en fait avec cette personne. On a fait 2 opérations d'achat, rénovation, revente. Et après, de maisons, donc c'était des maisons. Maisons déjà classiques. Des maisons plutôt situées correctement, mais on n'avait pas les moyens pour faire des grosses d'acheter aujourd'hui, même ne serait-ce que des terrains qu'on achète aujourd'hui avec des emplacements numéro 1 comme maintenant. Mais on cherchait déjà l'emplacement avec au moins un vue sur mer, au canal, au golfe, etc. Avec des terrains à l'époque qui étaient entre 1 et 2 millions. Aujourd'hui, on est bien au-delà, on en parlera après. Mais donc ça, c'était le début et où finalement, on a démarré avec nos fonds propres. Donc on a fait prendre de risques à personne puisque on l'a fait avec notre argent, où on amenait en règle générale 50% d'equity, on allait chercher de la dette locale pour faire quand même, 50% d'apport. Ça c'était la règle et ça l'est encore dans ce qu'ils appellent les spec home. Les opérations spéculatives sur des maisons de luxe, en règle générale, on t'impose un bon 40% d'equity. Toujours maintenant, en 2025. Toujours maintenant. D'accord. Donc, ils estiment que c'est une façon de ne pas faire trop de levier en cas de retournement de marché. C'est une certaine prudence aussi pour nos investisseurs. Le fait de savoir qu'on peut refinancer aussi à un moment donné si ça dérape un peu en timing ou en budget. Donc, aujourd'hui, ça n'arrive quasiment plus, des dérapages, mais on va dire que sur les premières opérations, c'est arrivé puisqu'il fallait identifier les entreprises avec qui on faisait nos opérations, tout un tas de risques qu'on ne connaissait pas vraiment, puisqu'on s'est lancé un peu dans la construction sans venir de là. C'est en faisant qu'on apprend. Et c'est vraiment une expérience terrain qui a fait qu'on a choisi nos partenaires de construction, on a commencé à faire des opérations de plus en plus grosses aussi au fur et à mesure, parce qu'on commençait à sortir d'opérations avec des revenus, et puis surtout, on a commencé à mettre des investisseurs sur la carte, je dirais 3 ans plus tard. C'est-à-dire que nos premiers investisseurs, c'était en 2016. Donc au départ, on faisait finalement avec nos fonds propres, on a fait prendre de risques à pas grand monde, puisque c'était nous qui avons pris le risque. Il y a des opérations où on a fait des fois 0. On n'a jamais perdu. Mais c'était les réglages de départ des proformas qui aujourd'hui, maintenant, sont beaucoup plus réfléchis qu'à l'époque. Et surtout qui, aujourd'hui, quand tu as fait une vingtaine d'exits comme nous, aujourd'hui, ta proforma, elle bouge quasiment plus sur l'ensemble de l'opération. Alors, il peut y avoir des exceptions. Pendant le Covid, on a vu les matériaux flamber, on a vu différentes surprises, on va dire, qui n'étaient pas forcément prévues sur la carte. Mais ceci dit, ça n'a pas impacté le rendement, puisque pendant le Covid, on a assisté ici en Floride à une explosion des prix aussi de vente.
Donc l'un dans l'autre, ça a rattrapé largement, et même on a fait plus de résultats sur certaines opérations qui étaient prévues au départ, alors qu'il y avait une explosion des coûts des matériaux. Bien sûr. Donc c'était assez fou finalement. Ouais. Bon, ça aurait pu ne pas se passer comme ça aussi, donc on en revient au phénomène de toujours une prise de risque quand tu fais de l'investissement, mais je dirais que quand tu es sur des emplacements numéro 1, avec des investissements bien réfléchis, en règle générale, si tu as un savoir-faire et que tu as démontré que par le passé, tu as un certain track record qui rassure finalement les gens qui sont autour de toi, c'est rare qu'en immobilier, tu perdes. Voilà. Ça c'est une des règles aussi. C'est pour ça que dans mon portefeuille global, moi, je fais quasiment 90% aujourd'hui d'immobilier parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. D'accord. Venant un petit peu... Alors, je prends du risque aussi sur d'autres thématiques, on le verra tout à l'heure, mais sur la partie immobilier, je suis très à l'aise qu'en général, quand tu détiens un terrain et une opération qui se construit dessus, en règle générale, tu crées de la valeur. Et au pire, s'il y a un retournement de marché, en fonction de ta marge, tu récupères au moins ton capital. Voilà, c'est le but. Faut, je pense, dans tout investissement, il y a un risque. Il va falloir toujours maximiser l'upside, mais aussi minimiser le downside. Les risques géopolitiques, on les voit en ce moment, les risques macroéconomiques, les risques aussi au niveau local, parce qu'il y a des changements au niveau des régulations, toujours des villes et des comtés. Donc, je pense qu'une fois que les risques sont expliqués, sont mis sur la table et qu'il y a une solution pour contrecarrer ce genre de risque, je pense que le track record, il se crée au fur et à mesure. Et après, c'est quoi ta règle d'or dans l'investissement, tu me disais? Alors, dans l'immobilier, évidemment, c'est l'emplacement, mais ça, je vais rien apprendre à personne, hein, entre guillemets. Mais il y a emplacement et emplacement. Tu vois, au départ, on faisait des maisons avec vue sur le golfe, avec vue des fois sur le canal, etc. Aujourd'hui, on est surtout open bay. On est dans des petites îles, pour ceux qui connaissent Miami, comme Palm, Hibiscus, les Venetian Islands, etc. Donc ça, c'est des emplacements hyper prisés où les gens finalement sont prêts à surpayer pour être là une fois que la maison est terminée. Bien sûr. Donc quand tu es sur un emplacement vraiment numéro 1, tu gardes une certaine liquidité de sortie et ça, on l'a toujours en tête aujourd'hui. On n'avait pas forcément au départ parce qu'on était aussi quelque part obligé de faire avec du 1 bis. On n'avait pas les moyens d'être sur du numéro 1 vraiment comme aujourd'hui on l'est. Donc là, par exemple, une des dernières opérations qu'on fait est à Manalapan, juste à côté du nouveau président de Mar-a-Lago. Donc c'est dans le secteur de West Palm Beach. J'étais sur le terrain hier, par exemple, pour aller voir un peu comment évoluer la maison, etc. Et là, on est sur un terrain avec d'un côté le yacht sur le canal et de l'autre côté avec un tunnel d'accès sur l'autre partie du terrain. On se retrouve sur la mer avec accès plage, avec une beach house de l'autre côté. C'est une maison qui va faire 1300 mètres carrés et qui va être certainement notre record de vente. On prévoit de la vendre au-delà de 40 millions de dollars. Donc ça, c'est une opération qu'on n'aurait jamais pu faire au départ. Mais tu pourrais expliquer pour ceux qui nous écoutent, en termes de chiffres, donc tu vends à 40 millions, en tout cas c'est ce que tu estimes sur le marché actuel. Ça, c'est l'avantage du marché américain. On connaît en temps réel les comparables avec le Open MLS Data. ou CoStar ou différentes bases professionnelles ou moins professionnelles comme Zillow où le grand public a même accès. En fait, finalement, à tout l'historique d'un bien, que ce soit de l'achat du terrain, le prix de la maison du voisin. Enfin, vous avez accès. En tout cas, en Floride. Je sais que dans le Texas, nous, c'est un peu plus difficile. C'est un non-disclaimer state, ce qui nous permet pas de voir en temps réel, mais les agents immobiliers, eux, peuvent le voir en interne. Ouais, ils ont cette base en fait, qui est le MLS que tout le monde utilise aux États-Unis, quoi, quelque part. Donc ça vous donne quelque part une idée du prix de sortie aujourd'hui, et en espérant que ça progresse plutôt dans le futur, mais nous, par prudence, en général, on prend ce prix et on le décote un petit peu, en se disant s'il y a un... Tu décodes de combien De 10 à 15%. De 10 à 15%. Sur du luxe, il faut décoter... En fait, là, je parle en termes d'analyse de risque, en fait. C'est-à-dire qu'on prend le prix actuel, le prix par square de feet. vente, de ce qu'on voit autour de nous. On décote un petit peu ce prix et on regarde si notre proforma, elle fonctionne. C'est-à-dire que si on a au moins une marge de 30%, avec cette décote. Donc 30% entre le terrain, coût global, construction, coûts financiers globaux. Donc tu prends assurance, taxes, property tax, intérêts financiers sur la dette, l'ensemble des coûts, management fee, etc. Ouais. En fonction de ce coût global, on cherche 30% de plus de marge en fait. Ouais. Donc si avec cette décote on arrive à ce chiffre,
on pense que l'opération est bonne et on y va. En règle générale, ça c'est notre analyse. Alors, il y a beaucoup d'autres analyses que je ne vais pas forcément dévoiler ici, mais ça c'est la principale, c'est-à-dire se dire voilà, est-ce que déjà l'opération elle est bonne dans les chiffres et dans ces conditions. Parce que là, si tu décodes de 10-15% tes prix de sortie et que tu as encore une marge de 30% sur... c'est que tu es sur une opération où il y a une marge suffisante en matière de risque de marché. Hein. Donc si je reprends en termes de chiffres, disons que tu vends une maison à 10 millions de dollars, tu vas essayer de... Alors tu as déjà retiré donc 10 à 15%. Donc on va dire que si ton coût est de 10 millions, ton coût, ok, tu vas plutôt chercher à la vendre 13 à 14 millions. C'est ton coût global. D'accord. Et en sachant que les prix seraient plutôt à 15 aujourd'hui. D'accord. Il faudrait en termes de timing, toi, tu te bases sur une construction en combien de temps? Alors, en règle générale, on met 12 à 16 mois pour les permis, parce que c'est un vrai sujet aussi, les permis en Floride. Hein. C'est un vrai métier. Tu prends aussi des terrains pré-permis? Ouais. D'accord. Ça nous arrive de prendre... Alors, en Floride, pourquoi? On ne le fait pas en Europe, ça, par exemple. En Europe, on rentre systématiquement après permis. Mais aux États-Unis, le permis est un droit. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais ce que tu peux construire sur le terrain, c'est un droit et il n'y a pas de recours des voisins ou de... Ils vont pas pouvoir... Non. En fait, donc, on peut prendre ce risque-là parce qu'on sait en gros le timing auquel on va pouvoir obtenir le permis. Alors, évidemment, si on trouve des opérations où il y a déjà un permis et que l'architecture nous intéresse aussi, parce qu'il y a aussi une grande valeur ajoutée. On a un architecte qu'on avait fait venir à l'époque de Marseille, qui est dans nos bureaux à Miami et qui finalement est chez notre développeur en fait. Donc en temps réel, il peut réagir, il peut aussi créer d'un point de vue création architecturale, en fait, je pense qu'on amène un plus quand tu regardes notre architecture intérieure et nos shells, tu remarques qu'il y a quand même de la créativité qui n'existe pas forcément chez les Américains. Donc tu apportes un produit qui n'est pas disponible. On est un peu différenciant quand même. Différenciant. Sur aussi, donc tu fais aussi le design intérieur, la mise en place des meubles, tout ça. L'ensemble. En fait, on livre une maison prête à vivre, c'est-à-dire avec les meubles, avec l'ensemble de tout ce que l'acheteur finalement a besoin pour juste poser ses valises et démarrer sa vie dans la maison. Et quel type de maison aujourd'hui tu cherches à faire sur Miami? Quelle est la fourchette de prix en fait de revente que tu cherches à avoir? Alors tout dépend en règle générale du terrain, je te dis, ça varie énormément en fonction de l'emplacement dans lequel tu vas être. Si tu veux être sur un emplacement numéro 1, aujourd'hui les terrains sont très chers. Donc aujourd'hui on est un peu en train de regarder ce qui va se passer par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, peut-être remonter des taux d'intérêt, etc. Est-ce qu'on se positionne maintenant? Est-ce qu'on attend un peu? On finit nos opérations? Ça, on est dans l'expectative et on regarde par prudence. Mais en règle générale, quand on trouve une bonne affaire dont je viens de te parler par rapport aux marges, emplacements, etc. Aujourd'hui, on est en gros sur des terrains qui coûtent, on va dire, entre 4 et 10 millions. Et en fonction, il y a une construction dessus d'une maison de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Ça, c'est nos grandes lignes. Hein. Là, je t'ai parlé d'une maison record à 1300 mètres carrés, mais ça correspond au marché de West Palm Beach aujourd'hui et à l'endroit où on se trouve. Là, sur les Venetian, typiquement, la dernière maison, elle fait à peu près 700 mètres carrés. Et donc, on a fait 2 constructions sur les Venetian, une sur la partie nord, une sur la partie sud. Donc, sur la vue, sur la ville. Voilà, qui se sont vendues entre 20 et 22 millions. Et qui aujourd'hui ont déjà pris de la valeur par rapport au moment où on les a vendus. Et quel type d'acheteurs vient, enfin bien évidemment c'est des gens fortunés, mais qu'est-ce que tu vois en ce moment? Est-ce que c'est beaucoup de gens qui viennent de New York ou quel type d'acheteurs tu as eu en fait sur ces maisons à 20 millions? Ça dépend les zones en fait. Par exemple, typiquement on a vendu une maison à Island Beach qui est à 1 heure de Miami sur la plage à 30 millions. Là c'était un entrepreneur américain qui avait vendu 50% de sa société 500 millions. Donc, qui a acheté cash la maison, il se fait plaisir et il va finir sur la plage avec sa femme, il invite ses enfants, ses petits-enfants, tout va bien. Donc c'est un peu un autre monde quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont quelquefois nos limites et souvent quelqu'un qui t'achète une maison 20 à 30 millions, c'est quelqu'un qui en a souvent 10 fois plus. Hein, donc, et qui n'a pas de problème de taux d'intérêt ou de remontée des taux, qui achète la maison parce que ça lui fait plaisir, l'emplacement l'intéresse, les finitions il adore, il aime l'endroit où se trouve la maison, la façon dont elle a été conçue. C'est plus des achats coup de cœur à ce niveau-là et on n'est pas trop victime en fait
on est un petit peu sur une autre planète d'un point de vue immobilier. C'est vraiment de l'immobilier de luxe là. Donc d'ultra luxe, parce que c'est vraiment le 1%, le 1% des entrepreneurs américains qui peuvent se permettre. Et est-ce que tu vois des gens qui financent ce genre de maison toujours ? Pour répondre aussi à ta question sur le type d'acheteurs, ça peut être des acheteurs du monde entier à Miami. Sur la côte dont je t'ai parlé, qui est à 1 heure de Miami, c'est plutôt 95% d'Américains. D'accord. Mais à Miami, c'est en gros 50% d'Américains ou 50% d'étrangers qui vont acheter, alors quand je te dis d'étrangers, on a vendu à des Colombiens, on a vendu à des Brésiliens, on a vendu à des Belges, on a vendu à des Allemands, enfin c'est vraiment, Miami attire par son nom déjà, par la ville, par la médiatisation, par tout ce qui s'est passé entre les experts, les flics à Miami à l'époque, etc. Non mais il y a tout un mythe quelque part de la ville, Miami, et qui attire des gens du monde entier. Ouais. Donc à Miami, le marché est particulier, c'est vraiment un marché international et vous n'avez jamais affaire à votre finalement acheteur final. C'est souvent un agent qui liste qui est le vôtre, un agent qui représente l'acheteur, et c'est souvent les agents qui discutent entre eux. Souvent, nous, on n'a même pas accès au client final. Hein. Ils vous donnent même pas accès au... on le voit quasiment jamais. On le voit au moment de la signature, mais c'est souvent des négociations qui se font entre agents. Ouais. Et finalement, l'agent vient avec le client qui parle sa langue. C'est-à-dire un acheteur russe viendra avec un agent russe. Un Chinois viendra avec un Chinois, un Européen viendra avec la personne qui parle sa langue et viendra discuter avec notre agent. Bien sûr, après, notre agent fait le relais avec nous et de l'autre côté, de la même façon. Mais finalement, ça vous ouvre une perspective internationale énorme quand vous avez des gens qui listent comme des groupes comme Compass, Sotheby's ou autres marques. Ouais. Oui. Finalement, eux ont le réseau mondial pour diffuser. C'est-à-dire que ça donne tout de suite une dimension de vente internationale, puisque le groupe a des antennes partout dans le monde et diffuse. Et puis au niveau américain, il faut savoir que quand vous avez un listing qui arrive sur le MLS, tous les agents en Floride ou ailleurs d'ailleurs peuvent vendre ce bien. Ouais. Donc ça vous donne une espèce de puissance de frappe commerciale décuplée, qui fait que vous touchez quand même beaucoup plus de monde beaucoup plus vite, parce que aux États-Unis aussi vous avez un partage de commission entre l'agent qui liste et l'agent qui vend. En règle générale, ils se partagent entre 2 et 3% chacun, et c'est à la charge du vendeur. Voilà. Donc en règle générale, nous on étudie le prix aussi par rapport à la commission qu'on va donner au vendeur. Évidemment, ça fait partie de notre proforma de départ dont je te parlais et des coûts de départ. Et du coup, là, sur ce genre de bien, un agent immobilier, ça a l'air d'être super important comparé à de l'immobilier classique où tu peux presque mettre le bien tout seul sur le marché. Là, sur du luxe, il faut le réseau derrière. Il faut essayer de ne pas se tromper. Il y a des agents extrêmement forts à Miami. Une de dernières maisons a été vendue par Dora Puig. Tu regarderas un petit peu sur les réseaux. Elle a une expertise dans le luxe incroyable. C'est elle qui a vendu notre maison de Venetian, là, sur lequel on avait pas mal d'investisseurs d'ailleurs. Et donc... En gros, c'est des gens qui ont l'habitude, qui ont un marketing, qui ont un réseau international en règle générale, qui ont des relais aussi avec différentes agences dans le monde et qui ont l'habitude de vendre ce type de biens. Parce qu'il y a des codes, il y a des façons de faire, il y a du marketing qui est différent. C'est tout un savoir-faire finalement, et autant, comme toujours, confier la tâche à quelqu'un dont c'est le vrai métier et le spécialiste, quoi. C'est toujours la force en fait des gens qui toujours bien s'entourer du bon fournisseur ou du bon agent dans le cas d'une vente. Et si on revient, Pierre, sur ta structuration financière pour tes investisseurs, donc si je comprends bien, en ce moment tu fais 40% où tu vas lever de l'equity auprès d'associés, investisseurs qui sont plus ou moins européen, ou tu as des investisseurs un peu partout dans le monde? Quelle est ta stratégie, toi, pour lever des fonds aujourd'hui? Le reste, c'est en dette, c'est bien ça? Alors, il y a deux choses déjà. Nous, on a deux verticales aux États-Unis. On a la verticale des maisons de luxe dont on vient de parler. On a la verticale des multifamilies sur lequel on s'appuie sur un autre développeur en fait, qui a une vingtaine d'années d'expérience aux États-Unis, dans 2 États, en Floride et au Texas. Ouais, donc j'ai vu que tu as démarré dans le Texas également. Ouais, super. Donc parce que c'est un des 2 États les plus dynamiques et qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres macro, on se rend compte qu'il y a une croissance démographique incroyable sur ces 2 États. Ouais. En Floride, on parle de 1000 arrivées par jour. Je sais que tu as une opération sur New Braunfels. C'est une des villes qui a progressé de 20% dans les 5 dernières années et qui va encore progresser en population de la même façon les 5 prochaines. Donc quand tu es sur des démographies comme ça,
tu prends pas beaucoup de risques à construire des choses qui vont se vendre ou se louer. Dans le cas de multifamily, le modèle il est différent. Donc là, on emmène beaucoup en ce moment d'investisseurs vers les multifamily. Pourquoi ? Donc les multifamily, c'est investissement dans des biens, des immeubles qui sont en construction. Alors le multifamily US, c'est en règle générale des biens. Alors tu en as des plus gros, mais nous on se concentre en termes de cible sur des programmes de 200 à 400 logements avec piscine en commun, avec accueil en commun, avec fitness en commun, c'est des propriétés qui sont gated community, donc sécurisées, où rien n'est à vendre là. Tout est à louer. Et l'exit, c'est un fonds d'investissement ou un fonds d'assurance qui va vous racheter en fait la globalité de la propriété une fois qu'elle est complètement louée, enfin à 80-90%. Et ils vont acheter ça sur la base d'un cap rate, d'un rendement sur la propriété globale. Alors pourquoi on s'oriente vers ce type d'asset en ce moment ? Parce qu'on considère que le luxe est très haut et qu'aujourd'hui déjà c'est une façon de se diversifier aussi, c'est-à-dire que ces investissements, moi je l'ai fait depuis 2018, mais on a mis de plus en plus d'investisseurs à l'intérieur depuis 2021 parce qu'on estime qu'il y a une croissance des loyers très forte en ce moment, due entre autres à la remontée des taux d'intérêt où aujourd'hui les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter. Bien sûr. C'est plus cher d'acheter que de louer. Ouais, donc il s'oriente aujourd'hui vers ce type. L'investisseur aujourd'hui est très à l'aise de s'orienter vers ce type d'actifs, puisque comme les loyers montent, on va dire de façon bien plus forte que la moyenne, on se retrouve dans un cas de figure où on va dire dans 90% des cas, on va vendre plus cher l'actif à la fin que ce qu'on avait imaginé au départ, puisque nos modèles en fait sont calculés sur des croissance de loyer de 3% par an. Or, aujourd'hui, on est plutôt sur des croissances de loyer de plus 8, plus 9, plus 10, même certaines années. Là. Et c'est peut-être pas prêt de s'arrêter, puisqu'aujourd'hui, on parle peut-être d'une potentielle remontée à un moment donné des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand tu as des arrivées massives, comme en Floride ou au Texas, t'as plus de chances que ton loyer progresse plutôt qu'il régresse, quoi. Hein. Donc, ce qui est intéressant sur le Texas, déjà le prix du foncier est moins cher que le prix par acre pré-permis comparé à d'autres États comme le New Jersey, la Californie, l'Arizona. Je vois que le foncier est super cher. Il y a une topographie qui est plutôt plate. Donc au niveau des coûts de construction pour du multifamily ou même des résidences unifamiliales, il y a moins de surprises. Et c'est vrai que le fait de voir autant d'hausse démographique, une hausse du PIB et un développement, c'est un pro-développement des villes et des comtés, ça permet quand même d'être assez rassuré au départ de l'investissement. Et le fait que tu aies une exit sur un rendement de fonds de pension ou de fonds d'assurance ou même des gens qui sont dans le private equity, ça permet toujours d'avoir de la liquidité derrière. Et moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble dans le futur, d'ailleurs, parce que je pense que j'ai des terrains qui pourraient t'intéresser sur du multifamily. Mais c'est vrai que dans le Texas, le triangle Dallas, Houston, Austin et San Antonio, c'est là qu'on voit vraiment... là, déjà, on voit qu'il va y avoir potentiellement un investissement de 500 milliards sur tout ce qui va être les data centers pour vraiment s'assurer qu'on reste numéro 1 de l'IA. Je l'espère, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un créneau à jouer sur les 5 prochaines années, ou même plus. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à tes investisseurs, plutôt Texas, plutôt Floride, en termes d'investissement ? Alors, en termes d'investissement, moi, je conseille toujours de se diversifier. Donc, je dirais que faites-en un dans chaque État. Si vous faites, ou coupez même votre investissement en deux. Ouais. Maintenant, pour moi, les deux États sont... un petit peu sur le même wagon dans le sens où il y a les mêmes avantages fiscaux pour les résidents quasiment. Hein. Il y a quasiment pas de fiscalité locale et d'État, il y a la taxe fédérale, etc. Mais ce que je veux dire, c'est des États qui attirent finalement même les Américains. Hein. On voit les Californiens viennent plutôt vers le Texas pour des raisons de proximité, les New-Yorkais plus vers la Floride. C'est tous des chiffres qu'on connaît. Quand on parle de 1000 arrivées par jour en Floride, c'est pas rien, quoi. Donc tous ces gens-là, faut les loger, etc. Donc quand vous avez un produit bien placé, là par exemple, on vient de terminer un fundraising sur un multifamily juste à côté d'Orlando.
On sait qu'il y a eu la Brightline, le fameux TGV qui vient d'ouvrir. On sait que Universal ouvre un parc où il y aura 14 000 nouveaux emplois. On sait qu'il y a des hôpitaux qui se construisent juste à côté. Voilà, donc tout ça, on sait avant de placer le projet finalement sur la carte. Le développeur a 20 ans d'expérience ici, il sait exactement où il va mettre ses prochains projets. Et c'est finalement la clé, toujours l'emplacement et l'étude finalement des chiffres qui fait que vous placez un projet sur la carte à cet endroit et vous êtes quasiment sûr d'avoir éliminé une grosse partie du risque. Alors, il y aura toujours un risque de construction, comme on l'a déjà évoqué. Mais à partir du moment où vous avez démontré que vous avez déjà fait 20 opérations et qu'elles sont toutes bien passées et que votre IRR moyen il est au-dessus de 15, bon, voilà. Après, évidemment, les investisseurs peuvent se poser des questions et c'est normal, mais on y répond souvent et on leur explique pourquoi il faut y aller et pourquoi il faut aller aux États-Unis aujourd'hui. Moi, je pense qu'avec ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, je pense que le nouveau président peut faire peur sur la forme, mais sur le fond, il agit un peu comme un chef d'entreprise et il fait le maximum pour les Américains. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ici. Il va peut-être un petit peu agiter le reste du monde par les marchés financiers. les marchés financiers, etc. Et puis, même dans une crise comme ça, on voit aussi que finalement, la bourse peut chuter de 10-15% par jour quand vous êtes dans l'immobilier. C'est très stable finalement. Moins volatile en tout cas. C'est moins volatile et c'est plus sécurisé. Alors comme toujours en matière d'investissement, il faut diversifier, il faut faire une partie liquide, une partie sur de l'immobilier, une partie de private equity, etc. Mais globalement, quand on est dans de l'immobilier sur des périodes comme ça, on est assez serein. Ouais, c'est vrai que là, c'est intéressant de voir ce qui se passe. On voit vraiment une politique où ils veulent réindustrialiser les États-Unis. Je pense que dans tout pays, c'est bien d'avoir en tout cas un peuple qui a le savoir-faire. Et c'est vrai que on a beaucoup d'économistes qui parlent qu'on a perdu un petit peu notre savoir-faire en Europe. Nous, moi, je sais qu'on est francophones, français tous les deux. Je pense que c'est important qu'on réindustrialise et qu'on puisse permettre de garder notre savoir-faire, peu importe si c'est en France ou aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à faire revenir des sociétés Alors, je lisais un article il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur Bernard Arnault qui avait implanté une usine Louis Vuitton, notamment au Texas. Et qui disait que ça le ferait, mais ça prendrait du temps. Du temps, ouais. Parce que il se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de chutes en matière de savoir-faire. Ils sont pas encore à la hauteur. Ouais, donc ils apprennent. Et c'est vraiment un vrai savoir-faire qui est transmis et que ça prend du temps en fait. Donc ce genre de choses, ça va payer, mais je pense que c'est une politique plutôt à moyen et long terme. Mais là, en l'occurrence, ils n'avaient pas l'intention de remettre en cause ce site au Texas. Ils disaient juste que c'était ça prenait du temps de former les gens. D'accord. Et est-ce que tu as des anecdotes, parce que tu as démarré, mais alors la première fois que tu as investi aux US, c'était en... Aux US, c'était en 2010 pour moi. 2010, donc ça fait déjà 15 ans. Ouais, 15 ans. En 15 ans de métier, est-ce que tu as des anecdotes ou des choses qui se sont super mal passées, super bien passées, des choses qui te restent en tête? Alors, sur 15 ans d'expérience, il n'y a jamais des choses qui se sont très mal passées aux États-Unis. Il y a des fois où on a fait zéro, comme je te l'ai dit, parce qu'on réglait les modèles. Mais après, très vite, au bout du 4e, 5e projet, on a commencé à prendre notre rythme de croisière. Après... Bien sûr, il y a plein d'anecdotes, ne serait-ce que pendant le Covid, où on s'est retrouvé en train de se demander qu'est-ce qui allait se passer, et les prix qui flambaient. On avait un peu l'impression, quand tout a été coupé, j'ai pas pu voyager aux États-Unis pendant 2 ans. Donc heureusement que j'avais un partenaire local finalement qui suivait, qui source les opérations, qui les trouve, qui les construit avec les équipes du bureau de développement. Mais finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir des risques qui sont pas prévus et pas sur la carte. Il se trouve que sur le Covid, ça s'est très très bien passé, puisque pour vous à Miami, bien évidemment, au final, les prix ont explosé et ça a rattrapé même toute la partie le retard que ça a pu prendre, les coûts matières qui avaient explosé à l'époque. Après, il y a des solutions pour les caper, ces risques qu'on a mis en place ensuite. Par exemple, sur les multifamilies, le développeur met en place ce qu'il appelle des maximum price, c'est-à-dire que les prix ne peuvent pas dépasser et c'est contractuel en termes de construction. Et ensuite, il y a une discussion qui est faite entre le général constructeur et les entreprises pour ensuite même faire baisser ce maximum price
avec une règle de partage entre le développeur et le GC à 50-50 en règle générale. Donc en règle générale, ils font plutôt des économies sur leur proforma initial. Et on le voit sur le projet de Daytona, on a gagné à date plus de 3 millions d'économies. Sur un projet qui était sur un projet de multifamily, qui est un projet de à peu près quasiment 400 logements à Daytona, donc côté Floride, à une quarantaine de minutes à l'ouest d'Orlando. Donc tu as réussi à faire 3 millions d'économies sur un projet qui valait combien à la construction? Donc qui était à peu près... donc le projet global de Daytona, c'est à peu près une centaine de millions. Donc 100 millions. Le développeur, qui a maintenant une expérience de plus de 20 ans en Floride, il a construit d'abord une quarantaine d'écoles et ensuite il est à peu près à son 15e développement en multifamily. Donc, c'est des gens qui maîtrisent maintenant parfaitement leur proforma. Il a réussi par cette technique à faire une économie par rapport au coût de départ. 3%, c'est énorme. Sur Daytona, on représente à peu près un tiers de l'equity de départ. Donc, c'est des projets d'à peu près 100 millions, là, où nous, on va investir sur les 30% d'equity. C'est un peu moins que les maisons dont je te parlais tout à l'heure. Sur le multifamily, en général, le financeur demande 30% d'equity et 70% c'est de la dette locale. Sur ces 30 millions, on apporte à peu près un tiers. Sur ce type de projet. Et je suis toujours aligné avec mes investisseurs aussi. Donc ça, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire qu'en général, je co-investis et j'ai des gens autour de moi qui ont l'habitude de travailler avec moi. Aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine d'investisseurs autour de moi qui, suivant les projets, me suivent ou me suivent pas, et en fonction de leur liquidité aussi. Ouais, donc toi, dans le groupe Eurocom, ton but premier ou tes responsabilités, c'est plutôt côté relations investisseurs. Oui. Donc c'est beaucoup d'investisseurs européens. Déjà, on gère nos investissements à nous. Et on accompagne des investisseurs avec nous. D'accord. Mais ce que je disais juste avant, c'était que quelque part, on prend souvent le risque de la même façon que les investisseurs. Donc ça, en règle générale, on vient pas vendre un produit qu'on ne connaît pas, ou on est souvent co-investisseurs à leur côté. Donc c'est un côté aussi rassurant, parce que les gens qui vous font confiance, finalement, se rendent compte que vous prenez le même risque qu'eux, aux mêmes conditions. Donc ça fait partie aussi des recettes du succès pour que d'autres investisseurs nous rejoignent. Ouais, tu te mouilles avant qu'ils se mouillent. Ouais. C'est important. Et là-dessus, je suppose que c'est un produit financier du coup de private equity alternatif pour des investisseurs européens. Quels sont les avantages du coup pour les investisseurs européens de te suivre dans les opérations américaines ? Alors, soit ils me suivent directement dans les opérations américaines et ils sont co-actionnaires de la LLC, donc de la société qui porte le projet et qui détient le terrain. Ouais. Ça, c'est une façon de faire, où ils sont dans l'opération directement. Après, vous avez des gens qui ne veulent pas être exposés aux États-Unis, qui préfèrent passer soit par de la dette, c'est un peu plus technique, mais où on fait un véhicule à Luxembourg, où ils font de la dette avec nous et ils sont dans l'opération. Ou alors, ça peut être aussi des gens qui passent par un véhicule luxembourgeois, type fonds d'investissement ou SCSP, c'est une société un petit peu spéciale, régulée à Luxembourg, où vous avez une possibilité de grouper des investisseurs qui ensuite prend un ticket dans une opération. Donc, en fonction de l'investisseur et de finalement son appétit, sa fiscalité aussi, parce que vous avez des gens pour qui les États-Unis posent aucun problème, heureusement d'ailleurs. Heureusement, ouais. Et puis vous avez des gens qui préfèrent avoir un véhicule européen, par exemple, pour différentes raisons, stratégiques, fiscales, etc. Donc on s'adapte aussi finalement aux souhaits de l'investisseur final. Ouais, d'accord. Donc soit equity, soit dette, soit en club deal, soit en société régulée, et derrière, en moyenne, tu as combien d'investisseurs qui rejoignent un projet ça va dépendre, bien évidemment. Sur tout ce qui est luxe, en règle générale, on essaie de limiter le nombre d'investisseurs. Donc, en règle générale, on prend des investisseurs à partir de $500,000. Et c'est des gens qui jouent, en règle générale, entre 500 000 et 3 millions, on va dire. Ça, c'est nos investisseurs classiques, qui ne sont pas forcément que dans une seule opération. Moi, je les pousse toujours à se diversifier, pour une raison très simple, c'est que ça diversifie aussi le risque. Tu nivelles le risque, donc ça, c'est une façon de faire. Après, vous avez des investisseurs, quand ils rentrent sous forme de dette, ils peuvent arriver avec des montants un peu plus petits, à partir de 250 000. Et là, quand ils choisissent de passer via un fonds d'investissement. Alors, dans un fonds d'investissement, ça peut être des investisseurs à partir de 100 000 euros, des investisseurs avertis. Mais on ne les onboard pas avant, parce qu'on ne veut pas non plus 400... non, c'est beaucoup de gestion derrière. C'est beaucoup de gestion. Donc, en général, c'est les tickets minimum de 250 000. D'accord. Sur nos produits.
Ah, c'est bien, c'est bien. Et là-dessus, donc, quels seraient les objectifs pour toi, le Pierre Thomas, dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va devenir, ton groupe? Et je sais que tu veux aussi avoir plus d'investissement et moins de gestion, mais je sais que tu es un gros travailleur, donc comment tu vas faire pour gérer un petit peu ce développement? Moi, je vais être moins opérationnel, ça c'est sûr. Je suis en train d'être plus investisseur qu'opérationnel, mais quand on est investisseur, il y a quand même des choses à faire. Il y a des surveillances de des ces projets, il y a des responsabilités vis-à-vis des gens aussi que vous embarquez avec vous. Ouais. Donc, on va dire que sur les 2 prochaines années après, parce que comme toujours les business plans à 5 ans, c'est de la science-fiction. C'est à 10. mais sur les 2 prochaines années, on va être plutôt dans des formules de club deal. Ouais. Et on va ouvrir d'autres géographies. Alors, on a déjà opéré à Marbella. On a fait un programme, par exemple, de 15 maisons au centre-ville. Donc ça, c'est du luxe. Ça, c'est du luxe, mais sur un segment qui correspond à Marbella. Ouais. C'est-à-dire que là, on était sur de la maison de centre-ville. C'était plutôt des maisons de 2 à 4 millions. Contrairement à ici où on est sur des maisons bien plus importantes, parce qu'il y a un marché plus important. C'est décuplé en termes de pouvoir d'achat. Voilà, donc là on a fait 15 maisons au centre-ville qui sont toutes vendues aujourd'hui, et j'étais il y a quelques jours là sur le... Ça va, tu voyages bien au final. Ouais, mais c'est ce côté-là que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que finalement on met sur la carte des destinations qui restent tendance. Marbella, c'est une ville internationale, c'est un peu le Miami européen. Oui. Et finalement, donc, on a fait notre première opération là, de 15 maisons, et on va faire maintenant quelques opérations de villas de luxe avec la marque La Vie est Belle. On ouvre Ibiza aussi, avec une... Alors, ça c'est pareil, c'est un développeur, parce que moi je m'appuie toujours sur un développeur local. Sur place, ouais. Sans qui je peux pas faire. Hein. Sans mon associé aujourd'hui à Miami, je pouvais pas faire ces opérations. Sans mon associé aujourd'hui à Ibiza, je peux pas non plus faire ces opérations. Donc je les identifie parce qu'ils ont déjà un track record sur place. Ils ont déjà fait ce type d'opération. Et finalement, tous les premiers risques, ils les ont pris souvent seuls, ou avec d'autres investisseurs en tout cas. Ouais. Et moi, j'arrive quand le modèle est un peu plus sécurisé. Ça, c'est ma façon souvent de fonctionner, parce que ça élimine, en dehors de Miami, où là, c'est nous qui avons opéré, et finalement, on a essuyé les plâtres avec notre equity. Mais sur la partie Ibiza, en l'occurrence, il y a déjà eu 2 projets qui ont été faits. La personne arrive déjà au bout du projet, et puis a déjà une offre qui est d'ailleurs supérieure à ce qu'il imaginait vendre au départ. Super. Donc la maison s'est construite dans le timing qui s'était fixé. Il a fini en 22 mois après permis, alors qu'il imaginait la faire en 24-28 mois. Et il a déjà une offre sur cette maison. Donc là, il a une autre opération en cours, et nous, on va rentrer sur la 3e opération, et où on va implanter la marque La Vie est Belle sur cette opération. D'accord. Donc d'un point de vue marketing, et puis on va amener aussi notre savoir-faire d'investisseur aussi. Donc on va upgrader un petit peu sa façon de voir les choses. De voir les choses, et puis lui apporter notre expérience. Savoir-faire. Donc là, typiquement, on a mis le terrain sous contrat, on est en train d'obtenir le permis et les travaux, parce que vous n'avez pas le droit de construire, par exemple, à Ibiza l'été. C'est interdit. C'est un peu comme en montagne, à Courchevel, vous n'avez pas le droit de construire l'hiver. D'accord. Donc là, on peut démarrer les travaux à partir de septembre. Donc on va passer à l'acte, je pense, à ce moment-là, et on démarrera les travaux. Actuellement, on cherche, par exemple, sur cette opération, 2,5 millions d'equity. D'accord. Donc nous, on va mettre une partie, et puis on va aller chercher le reste avec les gens avec qui on travaille, ou qui ont déjà été dans d'autres opérations avec nous. Donc 2,5 millions, le projet global, c'est... Sur Ibiza, ouais. C'est un coût à peu près global de 5 millions. D'accord. Donc une maison à 5 millions de construction plus terrain. Ouais, sans frais financiers, là, dont je te parle. Ouais. Et on cherche une sortie. Alors, dans tous les comparables qu'on a vus, c'est une sortie à 8,5-9. D'accord, ouais, c'est bien. Oui, mais sur notre proforma, on s'est mis à 8, par exemple. Pour la raison que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on estime qu'on sera parfaitement réaliste à 8. Maintenant, c'est sûr qu'on va viser 8,5-9 pour avoir plus de marge. Mais notre proforma, on la calcule toujours pour voir si on arrive à nos fameux 30-35% de marge brute. Et là-dessus, tu vas chercher la dette toi-même, ou c'est Là, on ne sait pas encore. En fait, soit ça va être une dette levée avec des investisseurs sous forme de loan privé, soit qui sera aux alentours de 10-12%. Ouais, donc c'est rémunérateur. Oui. Soit on va passer par une banque locale. Dans le cas de Marbella, sur les 15 maisons, on avait financé ça avec une banque locale. Donc on avait amené notre equity. Et le reste a été financé par la banque une fois qu'on a acheté le terrain. D'accord. Donc on peut aussi procéder comme ça sur ce type d'actifs. Donc 12 mois de construction. Et là, on est plutôt sur des taux bancaires de 5-6%. Ouais, mais avec moins de souplesse qu'un lender privé, on va dire. Tu peux pas étendre le prêt. Ouais, je dirais que non, c'est pas une histoire de timing, parce qu'en règle générale, le timing, on l'imagine toujours plus long et remboursable.
après une certaine période. Donc tu payes seulement les intérêts le temps de construire. C'est souvent un in fine. Mais c'est plutôt en termes d'appel de fonds. En général, quand on passe par des fonds privés, on a les fonds beaucoup plus rapidement en passant par les banques, des fois, qui manquent de réactivité et qui peuvent finalement vous décaler. Non, ils annulent pas en général, mais ils peuvent vous décaler la construction parce que vous mettez du temps à obtenir les draws suivants qui payent les entreprises. Donc, en règle générale, on crée un fonds de roulement quand on a ce type de financement avec une banque. Et sinon, on va plutôt chercher de la dette privée où finalement, on a accès à la dette tout de suite et qu'on déploie beaucoup plus rapidement puisqu'elle est déjà sur nos comptes. D'accord, donc en termes de zone tendance, Marbella, Ibiza, Miami, ça tu connais bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre On est présent déjà à titre personnel sur certaines opérations et on va y embarquer aussi des investisseurs, je pense à Dubaï. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui va passer de 10 millions de touristes à 20 millions de touristes là, dans les prochaines années. Ils sont en train de déployer le plus gros aéroport. C'est assez ahurissant. Et en termes d'infrastructure, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été à Dubaï, mais c'est juste c'est assez impressionnant. Moi, j'y vais depuis 2005. Donc, j'ai un peu loupé le train au départ parce que j'avais un peu peur de cette destination d'un point de vue géopolitique, d'un point de différentes choses. Je ne ressentais pas à l'époque, on ne pouvait pas, par exemple, être majoritaire de sa société. Il fallait que ça soit un émiratis local. C'est toujours le cas ? Non, c'est plus le cas depuis un peu plus de 2 ans. Donc tout ça, c'est internationalisé, c'est un peu ouvert. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le moment parce qu'il y a un tel développement qui est prévu là-bas. Et c'est une ville très très internationale. Il n'y a que 3% d'émiratis à Dubaï. Tout le reste, c'est international. Tu arrives sur la phase 2, en fait. Ils ont fait leurs preuves. Alors, en termes politiques, en termes économiques, et maintenant tu veux... J'ai un bémol, c'est que je pense que le marché est très haut actuellement à Dubaï. D'accord. Donc on est en train de regarder si c'est maintenant ou si on doit attendre un petit peu. Et je dirais qu'on va se décider d'ici la fin de l'année. Moi, j'ai déjà fait à titre perso un certain nombre d'investissements, mais qui sont bien passés. Là, l'idée, c'est surtout de voir est-ce que c'est maintenant le bon timing pour rentrer ou pas. D'accord. Et on va attaquer par des opérations pour qu'il y ait le minimum de risques. Parce que je travaille avec un développeur aussi local là-bas qui a déjà fait plus d'une 40aine de villas. Soit en rénovation, soit en construction. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de marcher, qui sait construire, etc. Donc, ça, c'est très important pour moi. Parce que quand vous êtes sur des marchés différents, il faut vraiment avoir la bonne personne. Comme ici, par exemple, en Floride, avec les multifamilies. Pourquoi on travaille avec cette famille ? Parce qu'elle est là depuis 20 ans. Elle a fait ses preuves. Elle démontre qu'il y a du professionnalisme, qu'ils vont au bout des projets, qu'ils délivrent, qu'ils respectent les timings, les budgets. Tout ça, c'est important. Donc, en l'occurrence, à Dubaï, on est sur un acteur qui a déjà fait une 40aine de projets et avec lequel on va co-investir sur au départ des opérations d'achat, rénovation, revente. Alors pourquoi ? De villas ? Oui. D'accord. Parce que sur La Palme et dans des quartiers comme Jumeirah Island, par exemple, pour les gens qui connaissent Dubaï, il y a beaucoup de villas qui ont été construites il y a 20 ans et pas forcément bien construites. Parce qu'à l'époque, il fallait aller vite. Et ils n'avaient pas non plus le savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui. Au niveau des matériaux, au niveau des... Et qui ont besoin de rénovation. Et qui ont besoin aussi d'un changement de prisme. Il y a eu beaucoup de choses à l'orientale, on va dire, et où il faudrait basculer sur un design un peu plus européen. D'accord. Donc, on est en train d'identifier certaines cibles. Et là, c'est toujours pareil, ça dépend de votre point d'entrée et des négociations que vous pouvez avoir avec les... Il faut la bonne affaire. Voilà. Et en fait, il ne faut pas être pressé. Ça, c'est une des règles aussi en immobilier. Des fois, il est urgent d'attendre. Et je pense que... Elle est pas mal, celle-là. Des fois, il est urgent d'attendre. Et je pense qu'à Dubaï, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu comment ça se passe et voir un petit peu si... C'est toujours une histoire de feeling. Vous pouvez vous tromper. Moi, ce que je regarde, Pierre, en ce moment, c'est un petit peu le taux de vacances là-bas. Parce que je le comparais avec le Texas. Parce que j'avais un investisseur qui me disait OK, je vais à Dubaï ou je vais au Texas. Et je lui ai simplement mis un petit peu le taux de vacances. C'est-à-dire sur 100 maisons, il y en a combien qui sont occupées. Et on a tendance à avoir quand même un taux de vacances à plus de 7% à Dubaï. Ce qui est sur le spectrum un petit peu haut. Donc je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu dis. La question à se poser là, c'est est-ce que le taux de vacances est dû parce que c'est des résidences secondaires ? Beaucoup de secondaires. Voilà, donc si c'est des résidences secondaires, c'est forcément vacant, entre guillemets. Donc c'est pas forcément... une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres... nous, on étudie beaucoup aussi les chiffres en ce moment. On regarde si les prix baissent, si il y a tout un tas d'indicateurs. À Dubaï, vous êtes un peu dans le modèle américain. C'est-à-dire que tout est assez transparent avec le DLD.
donc qui est un peu l'équivalent de ce que vous obtenez sur le MLS ici. Donc on regarde un petit peu tous ces chiffres d'un point de vue factuel. Moi, je trouve qu'on est très haut. Okay. Mais est-ce que ça va progresser encore aujourd'hui? Personne n'a la boule de cristal. Quel type d'intérêt il y a là-bas pour les prêts? Il n'y a pas énormément de financement Alors sur les premières opérations, on a décidé alors c'est pas forcément... Comme il y a des bonnes marges, on va plutôt les autofinancer avec le système dont je te parlais sans avoir recours à la dette locale. D'accord. Donc plutôt avec une méthode où on va amener de l'equity et de la dette qu'on va chercher chez nos investisseurs et faire une opération à 100% entre nous. Donc equity, dette privée, au lieu de passer par des banques locales. Oui. Mais là-bas, sur les banques locales, il y a... On est à 6-7% actuellement. Ouais, donc c'est vraiment américain. Ouais, en fait, d'ailleurs, le dirham est indexé sur le dollar. D'accord. Donc et suit le dollar. Ils ont vraiment des... Là, je pense qu'on est dans une période à Dubaï où faut être observateur, mais il ne faut pas non plus louper le train. Donc, c'est toujours une période spécifique. Hein. Je suis assez attentiste pour l'instant. J'attends de voir déjà comment se comportent les taux. Je pense que ça peut avoir un vrai impact sur la ville. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent... avec l'aide de Crédit Lombard ou avec l'aide de choses en Europe qui dépendent des taux d'intérêt là-bas. Donc j'attends un peu de voir ce qui se passe avant de me positionner. Opportunistique, tout simplement. Ouais. Je pense que après, quand vous êtes sur des bons emplacements, comme j'ai cité, La Palme, Jumeirah Island, des quartiers comme... là, moi, j'ai fait un investissement par exemple sur GBR The Address, qui est juste en face de la fameuse roue là, qui est un des quartiers touristiques où quand vous êtes sur le quartier de la Marina ou même dans Downtown, sur certains bons emplacements, à Dubaï, vous risquez pas grand-chose. Non. C'est là que les gens cherchent à acheter de toute manière. C'est un petit peu comme Miami. Hein. Franchement, il y a beaucoup de similitudes, de l'ultra-luxe. Donc pour toi, sur ton métier, je pense que... les règles, finalement, s'appliquent partout. Vous déplacez juste des choses que vous avez appris souvent dans d'autres secteurs. Bien sûr. Ouais. Et plus vous avancez, plus votre expérience, finalement, se traduit vous empêche de commettre des erreurs, hein, puisqu'on apprend toujours. Mm-hmm. Et donc là, tu es à Miami. Donc là, on est à Miami. Enfin, toi, tu es à Miami jusqu'à... tu pars quand en Europe? Je pars demain. Tu pars demain déjà? Ouais. Je pars demain. C'était improvisé. Hein, tu vois, j'ai même pas mis de veste, de costume. Je suis arrivé en mode vacances. Alors là, c'était moitié vacances, moitié pour surveiller mes investissements, finalement. Ouais, non, c'est super. Et comment tu gères un petit peu au niveau perso? Je sais que tu as 4 filles. Tu es maintenant grand-père. Désolé de le dire devant tout le monde. Jeune grand-père. Tout marche encore. Jeune grand-père. Ta famille arrive à suivre un petit peu tout tes déplacements? Oui, là j'ai ma fille qui est avec moi. Une des 4? Oui, la dernière. Dont je m'occupe depuis qu'elle a 2 ans et demi, donc tu vois qu'elle est avec moi tout le temps. Ouais. Et puis mes grandes font déjà leur vie, hein, puisque j'en ai une qui a déjà 2 enfants, une autre qui est à l'école des mines à Paris, qui n'a pas fait comme son père, qui a fait un peu plus d'études que lui. C'est toujours bien. Et puis la famille, oui, c'est un élément important et de stabilisation pour moi en fait, hein, puisque ma base est à Luxembourg. Moi, je vis à Luxembourg depuis plus de 25 ans. Alors les gens des fois sourient et voient encore Luxembourg comme un paradis fiscal. Ça ne l'est plus depuis bien longtemps, puisqu'ils sont rentrés dans l'Europe et avec le secret bancaire qui a été annulé, avec aujourd'hui une fiscalité qui est même un peu moins intéressante à titre personnel qu'ailleurs. Enfin, notamment la France, mais c'est un pays qui est vraiment agréable à vivre, sécurisé, où il y a un dynamisme d'une capitale avec quand même le côté confort de vie de la province. Donc c'est une ville qui me va bien, où j'habite depuis un peu plus de 25 ans et qui est ma base. Et après, évidemment, je bouge beaucoup. Hein. Là, je suis à Miami. Il y a quelques jours, j'étais à Marbella pour lever les réserves sur les maisons. La semaine prochaine, fin du mois, je vais suivre un programme sur lequel on a investi au Portugal à Comporta, avec un groupe français là, qui développe des maisons de pêcheurs là-bas. Et c'est aussi une zone qui est en train d'exploser, qui est un peu le nouveau Saint-Tropez portugais, qui a une quarantaine de minutes de Lisbonne sur la côte. Après, j'ai prévu encore des voyages peut-être à Dubaï ou si on arrive à identifier une cible. Donc ma vie n'est pas finalement à un seul endroit. Et c'est ce que j'aime bien, parce que quelque part on reste en mouvement. C'est une vie agréable sur des places quand même qui sont plutôt sympas.
avec un bon confort de vie. Maintenant, j'y suis à la fois pour le business et puis souvent je m'octroie quelques jours un peu plus tranquilles. Comme on a fait cette semaine, par exemple, où j'ai travaillé 3 jours. Et où j'étais un peu plus cool en famille, les 3 autres jours. Ouais, non, il faut prendre du temps pour soi, je pense, parce que tu es toujours en réflexion, toujours sur forcément des projets qui ont de la dimension. Et je pense qu'il faut pouvoir des fois souffler pour pouvoir vraiment prendre du recul et voir un petit peu les choses au clair sur quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les priorités. Donc non, j'apprécie voir comment toi tu construis un petit peu ton empire. Et comment on va pouvoir, j'espère, dans le futur travailler ensemble. C'est prévu. Ouais. On en a parlé. On ne sait pas exactement comment un jour, mais en tout cas, je pense qu'on a des synergies, sachant que moi, je suis plutôt sur le foncier et toi, un petit peu plus sur la construction, on va dire ça comme ça. Votre modèle est intéressant. Et puis, j'aime bien aussi le dynamisme que tu apportes à la société, celui de Thibaut aussi. Ouais. J'avais rencontré d'ailleurs... puisqu'on parlait d'entrée au capital à un moment donné. Ouais. Bon, c'était une question de valo, ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est pas fait. Mais bon, la porte reste ouverte, comme je dis toujours. Mais j'aime bien votre façon de fonctionner. Je trouve que le modèle est très, très intéressant. J'ai même prévu de faire un petit co-investissement avec vous, puisque avec grand plaisir. Ça me permet aussi de vous filer un coup de main, parce que j'aime bien la société et puis les gens qui sont autour et votre équipe dirigeante. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir. Et puis s'il y a quelque chose d'autre à faire, on reste ouvert. Non, moi, comme je te disais, t'avoir un jour au capital avec nous peut permettre d'ouvrir ces synergies, parce qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas et que toi, tu connais avec l'expérience. Et ce genre de connaissances, peut-être ton réseau, peut-être un petit peu tes exigences, pourraient servir à notre société sur la phase 2 du développement, parce que on s'est connus au tout départ. Je pense que tu nous as suivis de loin. Et on s'est vu quelques fois sur des événements au Luxembourg. Je crois que je t'ai vu aussi à Monaco. Donc on se retrouve au final sur des événements sans savoir. Et je pense qu'on est sur des projets qui sont assez similaires, même si le risque diffère sur la classe d'assets, enfin la classe d'actifs, d'un côté foncier, d'un côté multifamily ou luxe. Mais en tout cas, je pense que l'union fait la force. Et dans de l'equity, il faut toujours pouvoir diversifier, comme on dit. Donc, tu me parlais d'une plateforme que tu veux créer dans le futur sur différents types d'assets. Est-ce que tu veux échanger là-dessus ? Je sais que tu avais voulu en fait créer cette plateforme. Alors non, on est plutôt parti sur un modèle. Moi, en fait, j'ai 90% d'immobilier et j'ai à peu près 10% de mes investissements que je fais soit sur de la start-up, soit sur du private equity, soit via des fonds. Ouais. Et ça me permet souvent d'être en contact avec des boîtes comme la vôtre. Par exemple, on est rentré aussi au capital d'une petite boîte qui fait de la food tech en 2019, qui s'appelle la Brigade de Véro. Par exemple, je prends souvent cet exemple, où finalement, je les rencontre, ils font 700 000 € de chiffre d'affaires à l'époque. On décide de co-investir avec plutôt 3 copains au départ pour leur filer un peu un coup de main. En perso, et puis finalement, on demande souvent une place au board parce que ça permet aussi de voir ce qui se passe de l'intérieur et puis d'apporter de la bienveillance, de l'expérience et des choses qui peuvent être utiles pour des jeunes chefs d'entreprise finalement. Bien sûr. Pour souvent les conseiller, mais en sachant que souvent ils restent décideurs, c'est leur boîte en fait. Mais le fait d'avoir une gouvernance où vous avez quelques seniors entre guillemets à l'intérieur, ça apporte un plus. Dans le cas de la Brigade de Véro, on est maintenant 5 ans plus tard. C'est une boîte qui fait 16 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. D'accord. Qui va en faire 25 cette année. Les 16 millions, c'était l'année dernière. D'accord, en 2024. Qui prévoit un exit à fin d'année. Et où finalement, on a accompagné ces dirigeants. Alors que l'histoire, elle est assez sympa, parce que c'était un jeune dirigeant, Arthur, qui rejoignait sa mère, qui à l'époque livrait des petits plats dans sa région. Et il se rendait compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, parce que sa mère livrait de plus en plus de petits plats qu'elle confectionnait, etc. Et quelque part, il est arrivé de Londres, lui était dans la finance. Il a un peu industrialisé tout ça, une plateforme tech, etc. Aujourd'hui, il livre plus d'une 50aine de mille de clients au travers la France via Chronofresh et avec ce succès que je viens d'écrire, alors qu'à la base c'était une petite histoire familiale où il s'est dit il y a peut-être un truc à faire avec ça, je vais aller rejoindre ma mère et je vais lui expliquer qu'on va essayer de développer quelque chose de plus professionnel. Et aujourd'hui ils ont des cuisines, ils sont sur la zone de Montpellier, ça se passe extrêmement bien pour eux, ils sont plus d'une 50aine de salariés.
Donc c'est devenu finalement plus de la start-up, c'est devenu une vraie PME quand on fait ces chiffres-là. Et c'est quoi ton conseil pour eux du coup? Parce que du coup tu es au board, je suppose. Là, l'idée est de faire un exit parce qu'ils ont réussi leur coup entre guillemets. Donc je pense que le directeur général restera à bord parce qu'il a envie de continuer un petit peu l'aventure avec les repreneurs. Mais là, par exemple, ils ont confié un mandat à un expert une banque privée de M&A, c'est ça, une banque privée de la place parisienne qui est en train de chercher le repreneur. D'accord, voilà. On leur souhaite bonne chance. Et puis ils ont beaucoup bossé pour ça. Ouais. Souvent, les gens se rendent pas compte. Derrière le travail, les gens voient des fois les villas, etc. C'est sympa, il est toujours au soleil et tout va bien. Mais ils se rendent pas compte que derrière tout succès, il y a beaucoup de travail. Ouais. C'est 90% de travail, et souvent 10% de... L'idée, c'est une chose, mais derrière, l'exécution, c'en est une autre. La chance, c'est peu. Ouais, elle se provoque aussi. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné défoncer les portes et puis se dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Ouais. Souvent, on vous explique comment vous n'allez pas y arriver. Ouais. En face, ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Ouais. On m'a dit, mais ça va pas fonctionner. Ouais. Quand je suis arrivé à Miami, à Luxembourg, et que j'allais chercher des investisseurs, on me parlait que des ouragans, de la remontée des eaux. En fait, on m'expliquait que j'avais pas de track records et qu'ils allaient pas y aller, en fait. C'était ça le départ mais du coup, ça renforce ton envie de... quand on vient du sport, comme toi, quand on vient comme du moi, sport, parce que je fais beaucoup de sport, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, j'étais dans le tennis et puis je faisais du handball. Et c'est vrai que quand tu as le côté sportif, en général, tu lâches pas. Tu es assez déterminé, qui est souvent en lien avec le succès qui arrive plus tard. C'est-à-dire que souvent, on va t'expliquer que c'est pas possible, mais toi, tu as envie de le faire et tu vas essayer de voir comment c'est possible. Bien sûr. Et tu vas pas lâcher. Alors, faut pas non plus être têtu au point de prendre le mur quand l'idée n'est pas bonne. Mais quand tu vois qu'il y a une possibilité de faire et que tu as envie de faire ça par passion ou parce que tu es aligné avec cette décision, je pense qu'il faut y aller. C'est-à-dire que beaucoup de gens, des fois, baissent les bras parce qu'il y a un premier échec ou parce que c'est là qu'on voit souvent la capacité aussi de l'entrepreneur qui va dire ok, ça c'est pas grave, on a appris, on va remettre le modèle en place et puis on va y aller et on va faire mieux. Bien sûr. Non, je pense que en plus de ça, derrière, il y a l'entourage qui joue énormément. Et moi, je sais que venir à Miami, je pense que ça a changé ma vie sans pour autant le savoir au départ. Mais du coup, le fait d'être dans une ville dynamique, alors bien c'est une ville très chère, surtout pour des jeunes startups, je pense que ça permet de faire des rencontres qui changent en fait, qui peuvent changer une vie. Donc entourage, l'exécution, il faut être consistant. Et après, il y a un petit peu de chance, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir aux États-Unis ? Moi, je suis venu pour le sport. Je suis venu parce que j'ai eu une bourse académique et sportive dans le football. Et je parlais très peu d'anglais, donc je suis arrivé à côté de Boston dans une division 2. Et c'est vrai qu'il y avait un monde entre ce que je voyais en termes d'envie de réussir, en fait, entre ce qu'on voit en Europe et ce qu'on voit aux États-Unis. Ici, ils sont prêts à prendre des risques et sur du long terme. Et on a beaucoup d'investisseurs qui financent au départ les sociétés à perte, si l'idée est bonne, et qui croient, comme tu dis, ta règle d'or, c'est il faut croire au patron ou à la personne qui va développer l'idée. Mais c'est vrai que les États-Unis, le rêve américain, je pense, est toujours présent pour tout le monde, dans toutes les industries. À partir du moment où tu résous un problème et apportes des solutions sur un marché et tu crées un petit peu ton marché de niche, je pense qu'il y a toujours la possibilité de développer. Après, peu importe si c'est les États-Unis ou ailleurs, mais en tout cas, il y a ce dynamisme qu'on peut voir, en l'occurrence sur Miami. Et je pense qu'on le vit tous les jours. Je ne sais pas que moi, c'est d'autres entrepreneurs également que je vois réussir là, sur les 4 dernières années. Des amis à moi qui ont démarré de rien. Et qu'avec la force des bras et de la persévérance... tout est une question d'homme, souvent. Hein, c'est-à-dire et de détermination, de résilience, et puis d'idées, bien sûr, de créativité, de marketing, de plein de choses. Mais c'est souvent l'homme, en fait, qui est et quand j'analyse, moi, souvent un investissement, quand c'est pas des terrains et de la pierre, on va dire... Ou de la food tech. Le plus important, c'est les leaders du projet, en fait. L'équipe. L'équipe, les hommes, c'est le plus important. Souvent, bien sûr, l'idée, etc. Mais vous pouvez avoir une bonne idée avec des gens qui n'ont pas le mindset.
ça fera rien. Et des fois, vous pouvez avoir une idée moyenne avec des gens qui ont plutôt le mindset, et cette idée-là, elle va fonctionner. Donc, il n'y a pas de règle d'or. Non, il n'y a pas de règle d'or, mais c'est souvent une question d'homme, de feeling, et heureusement encore. À l'heure de l'intelligence artificielle, heureusement qu'il y a encore un peu d'intelligence émotionnelle. À mon avis, là, ce que je vois en IA, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de boîtes qui se développent. Moi, j'ai décidé personnellement de pas trop m'y mettre en IA, juste parce qu'il y a tellement d'itérations que c'est presque pour moi impossible en fait de sortir de mon modèle actuel pour aller chercher une idée qui pourrait valoir 1 milliard. Je pense que ce qu'on a construit, c'est très bien et on va continuer à le développer. Mais en tout cas, pour les entrepreneurs qui vont développer de l'IA, il y en a une ou deux qui vont sortir. Et j'espère que ça sera un entrepreneur francophone. Non, mais je pense que la France met beaucoup de moyens sur cela. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dessus, puis beaucoup de choses qui fonctionnent déjà fort, on va dire, et qui ont pris des positions de leader. Donc je trouve qu'il faut s'en servir comme outil aujourd'hui. Ça a été rapide, hein ? Ouais, très très rapide. Dans la tech, en 3 ans, là, il s'est passé des choses incroyables. Ouais. Et je pense que là, par contre, c'est aussi une des choses qui me fait m'intéresser à toute la partie start-up, tech, etc., c'est que souvent, sur ma génération, qui est pas forcément... Moi, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 26 ans. Je te dis ça aujourd'hui, tu vas dire... Wow. On avait notre premier téléphone portable aussi, au même âge. Ouais. T'imagines qu'avant on pouvait pas être joignable, on passait par des téléphones filaires. T'as vécu c'était les dinosaures, on va dire. T'as vécu la bulle internet, les subprimes, le Covid. Non mais comme quoi, et ça n'empêchait pas quand même de fonctionner, de faire des choses et d'avoir cette énergie. Donc je pense que l'IA aujourd'hui, il faut s'en servir comme outil pour revenir à ce qu'on se disait. Ça te fait gagner du temps. Tu as un assistant en permanence. Je vois ce qu'on peut faire aujourd'hui avec même des outils tout simples comme ChatGPT. C'est incroyable. Ça est devenu mon meilleur ami en quelques temps. Non, mais c'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a 3 ans. Ouais, je pense que l'IA va remplacer, automatiser beaucoup de travail, de jobs. Maintenant, ça va permettre à ces jobs-là de se réinventer et de pouvoir travailler sur d'autres tâches à plus de valeur ajoutée. Je dis pas qu'il y a des jobs qui ont moins de valeur ajoutée, mais en tout cas, on va pouvoir avoir une nouvelle industrie ou des nouvelles industries qui se développent. Ce qui va rester aussi, c'est le personal branding. Je pense que c'est super important aujourd'hui, quand on a une idée et qu'on veut la développer, de la faire savoir. Ouais. L'IA aujourd'hui, elle va pas pouvoir remplacer ça. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on fait ensemble des podcasts et qu'on peut échanger pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent comprendre ce qu'on fait. Mais c'est vrai que moi, sur les 4 dernières années, là, ce qu'on faisait avec 10 personnes, maintenant, on le fait avec 2. Sur le département marketing, sur les levées de fonds au niveau des outreach, au niveau des automatisations. Bien évidemment, la création de relations, tu ne peux pas la faire avec un robot pour l'instant. Je pense que créer une relation, ça restera intact. Mais tout ce qui est processus et répondre les emails, créer des scripts, automatiser des vidéos, tout ça, waouh. C'est hallucinant ce qui s'est passé en 3 ans. Et alors Romain, dans 5 ans, ça va être quoi alors ? Romain, dans 5 ans ? Alors je serai un robot, je pense que je vais prendre un bras. Non, je pense que moi je suis fils d'agriculteur et j'ai baigné dans le foncier depuis tout petit. Alors au départ c'était plutôt sur du bovin et culture de céréales. En France avec ma famille, on faisait du laitier, on faisait du poulet aussi. Et c'est vrai qu'arrivé aux US maintenant, je suis plutôt côté finance et côté structuration de marchands de biens, mais on reste sur du foncier. Ce qu'on va faire sur les 5 prochaines années, je pense qu'on va créer des relations avec des gens comme toi qui ont un petit peu cette expérience sur la construction, sur le développement horizontal et vertical. Je pense que c'est un développement naturel, tout en gardant notre base d'experts dans le foncier. Et puis la vie est faite de rencontres. Donc, je pense qu'il va falloir voir avec qui on veut travailler. Je pense qu'il faut se lever le matin et voilà, aujourd'hui, moi, je t'ai proposé de venir parce que j'avais envie que tu viennes. Tu vois, c'est pas, je me force pas parce qu'il faut faire la podcast. Non. Ça, c'est important. C'est important. De pouvoir avoir le choix, décider des gens avec qui on a envie de travailler. C'est une liberté. Ça, c'est une certaine liberté. Ouais. En fait, moi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui, c'est-à-dire d'être le plus libre possible, à la fois dans mes choix, dans mes géographies. Et finalement, c'est ce qu'apporte aussi, quelque part,
certaine façon, quand tu as réussi un petit peu ce que tu as entrepris auparavant, c'est cette liberté que finalement beaucoup de gens envient en fait. Hein. Ouais. Moi, quand je faisais de la radio à l'époque, quand j'étais très jeune, ce qui m'embêtait le plus, c'était d'être au même endroit à la même heure tous les jours, parce que quand tu fais un direct à la radio, maintenant ça a évolué. Hein. Avec les moyens modernes d'aujourd'hui, il y a des gens qui enregistrent beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses en direct quand même. Donc cette liberté-là, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. Ouais. Mais j'écoutais une podcast hier, ça parlait un petit peu des 7 vérités du bonheur. Et ce qu'il disait, je me rappelle plus son nom exactement, mais en tout cas, il disait que sa plus grosse réussite, ça a été de pouvoir retirer son agenda. C'est-à-dire que tous les matins, il se lève à l'heure qu'il a envie de se lever et puis il va passer du temps avec qui il a envie de passer du temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé 2 semaines avant de dire « Ok, on va faire un rendez-vous à 7 heures » parce que 2 semaines après, il n'aura peut-être pas envie de le faire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais bien avoir dans le futur. Pas pour l'instant parce que c'est pas possible, il y a trop de choses en ce moment. Après, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint ses objectifs et qu'on n'est plus un petit peu sur cette création de richesse, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont sur la création de richesse et pouvoir jongler un petit peu entre la vie privée, le sport, les voyages. Mais en tout cas, l'accent pour moi les 4 dernières années a été beaucoup plus sur cette création de richesse, en tout cas. Ce qui est normal à ton âge. C'est normal. Après, bon, ça vient avec des choses à côté où il faut faire des sacrifices. Mais je pense qu'ils valent le coup parce que ça permet de savoir un peu qui on veut être et quelles sont nos valeurs. C'est vrai qu'on se rencontre au fur et à mesure en faisant est-ce que ça c'est mes valeurs, est-ce que ce n'est pas, est-ce que je pourrais me regarder dans un miroir si je vais de ce côté-là plus que de ce côté-là. On en revient à l'alignement. L'alignement, exactement. Ouais. Donc non, je pense qu'un jour peut-être j'aurai pas d'agenda. Je te le souhaite. Ouais. C'est ton objectif. Ouais. Mais merci Pierre. Un petit mot de la fin, peut-être sur un petit conseil pour les jeunes entrepreneurs ou moins jeunes qui développent leur société. Je pense qu'on vient de parler d'alignement. Pour moi, c'est très très important. Quand je rencontre des gens, je vois des fois qu'ils sont pas forcément alignés avec ce qu'ils font et j'essaie de les aider là-dessus en leur faisant comprendre des fois, parce que vous avez des gens des fois qui peuvent avoir certains talents mais qui s'entêtent dans d'autres disciplines ou autres. Je dirais que le principal conseil, c'est la détermination et la résilience et d'avoir ce côté travailleur au départ. Ouais. Si vous voulez réussir, c'est rare que ça arrive sans qu'il y ait cette partie que, en règle générale, les gens ne voient pas. Mm-hmm. Mais là, je vois, tu m'as dit que tu t'es levé à 6h du matin pour commencer à faire ton marketing, ça a été naturel ce matin. Voilà. Je me suis dit, j'ai une podcast avec Pierre, il faut que je me la... Voilà. Non, mais c'est des choses où on voit... en fait, quand tu fais un métier que tu aimes, t'as pas l'impression de travailler. Tu comptes pas. Hein. Et moi, j'ai commencé que avec des métiers que j'aimais, la radio, la télévision, etc. Après, l'immobilier est arrivé sur la carte parce que j'aimais bien ça et puis que voilà. Mais je me suis jamais trop forcé finalement. Ouais. Donc, je travaillais plus que la moyenne parce que j'étais en phase avec ce que j'aimais. Ouais, bien sûr. Et ce que je conseille même à mes filles aujourd'hui, c'est de leur dire oubliez l'argent dans un premier temps, réagissez à ce que vous avez envie de faire. Mm-hmm. Et évidemment, il faut essayer d'aller dans un métier qui va vous permettre d'être indépendante et bien gagner votre vie. Mais ça ne doit pas être le principal moteur. En fait. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est le moteur secondaire. C'est-à-dire d'abord, vous faites ce que vous aimez et après, ça va venir. Vous ne compterez plus les heures que vous allez faire parce que vous allez être dans votre élément, vous êtes en phase avec ce que vous faites. Il y a plus je suis obligé de me lever ce matin, j'ai pas envie. Non, vous êtes content parce que vous faites ce que vous aimez. Et après, vous faites de l'argent forcément parce que si vous êtes... si vous prenez un peu de recul, vous réfléchissez un petit peu et forcément vous allez créer de la valeur. L'argent, c'est le bioproduit du bonheur, c'est-à-dire que c'est compliqué d'arriver à créer de la richesse si en amont tu n'aimes pas en fait the journey, la course dans laquelle tu es ou le marathon, parce que si ce marathon est dur, forcément tu te lèves plus tard le matin, t'as pas envie forcément. Tu viens du sport, tu dois comprendre forcément. C'est dans ton mindset déjà, le fait d'avoir fait du sport aussi. Ça, je conseille aussi aux jeunes vraiment de mettre même leurs enfants le plus vite possible au sport, parce que ça vous donne des réflexes. Sport en équipe, des fois. Sport en équipe et sport individuel. En général, c'est les deux, parce que quand tu es individuel aussi, tu apprends à débrouiller tout seul, et puis à trouver des solutions, et puis à aller chercher. Donc moi, j'aime bien les deux. Ouais. Et à l'époque, mes parents avaient eu la bonne idée de me faire les deux. Okay. Les échecs aussi, je trouve que c'est très bon dans la stratégie. Mon père m'a appris, moi, à jouer très jeune, à 4 ans.
aux échecs et je sais que ça m'a servi. En fait, c'est finalement des techniques de réflexion qui s'imprègnent, que ce soit dans le sport où tu apprends à perdre, par exemple. Quand tu as un échec, ça devient plus grave, tu t'entraînes et tu n'as qu'à devenir meilleur. Tu dois aller plus rapidement. Ouais. Les échecs, ça t'apprend à jouer 3-4 coups d'avance parce que tu réfléchis à ce que l'adversaire va faire comme coup et quelles sont les possibilités exponentielles en fonction du nombre de coups qui arrivent. Donc tout ça, je trouve que ça t'amène une certaine stratégie finale dont tu te sers toute ta vie. Ouais, tu te construis en tant qu'homme. Ouais. Plus tu l'as appris très tôt, je trouve, plus tu as des réflexes. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi dans ton côté sportif, c'est que finalement, tu as appris aussi à avoir une certaine résilience, tu as appris à te battre pour avoir des choses dont tu as envie. Quoi. Bien sûr. Non, écoute, merci Pierre pour tes conseils. C'était une super conversation à refaire. Avec plaisir. Peut-être au Luxembourg ou à Ibiza. Peut-être à Ibiza à la fin de l'été. Ouais. Merci tout le monde. Avec la première pierre. Merci tout le monde de nous avoir suivis et puis à très vite.